Et si la philo pouvait nous aider à décrypter le monde d'aujourd'hui, pour Gaspard Koenig, il ne faut pas avoir peur de Socrate, Hobbes, Nietzsche ou Pascal. Bien au contraire, il faut oser les regarder dans leurs yeux et leur répondre du tac au tac. Bonsoir Gaspard Koenig. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes philosophe, enseignant à Sciences Po Paris, auteur de romans, d'essais et même acteur au débeauté. Vous avez créé votre groupe de réflexion Génération Libre que vous présidez. Et Time to Philo, c'est une chronique qui est sur le net. Et c'est maintenant un recueil paru chez Larousse. Est-ce que c'est la philo pour les nuls ? Je pense que personne n'est nul en philo parce que je ne pense pas qu'il y ait à l'inverse d'experts en philo. Et je pense les universitaires ont un peu tendance à faire de la philosophie une nouvelle théologie où on étudie les textes et où il faut être très spécialiste de Spinoza ou de Nietzsche pour avoir le droit d'en parler. Or, la philosophie, ça a été écrit par des êtres humains comme vous et moi. Les tout premiers, d'ailleurs, n'avaient pas de référence puisqu'ils apparaissaient sur le champ quasiment vierge de la pensée. Et ils essayaient simplement d'avoir une conversation approfondie et paisible sur les grands sujets. Et ça doit rester ça, la philo. Alors, après, ce qui est important, je pense, c'est que ce n'est pas non plus simplement de la réflexion de café et commerce. Ça doit s'appuyer sur des sources. Mais chacun peut les lire, ces sources. Spinoza, il écrivait pour des êtres humains. Et c'est assez facile de lire Spinoza. Alors, peut-être on ne va pas lire tout le livre, on va lire certaines des propositions, certains des scolies, qui sont les passages qui sont les plus écrits. Mais chaque philosophe se rend accessible par un certain biais. Si vous prenez Sartre, par exemple, vous pouvez aller lire les passages sur la cigarette, sur le vertige, qui sont des passages qui nous parlent beaucoup. Et voilà. Pas parce qu'ils sont simples, mais parce qu'ils sont faits pour être lus par d'autres humains. Et grâce à ce recueil et grâce à ces chroniques, effectivement, on voit que Descartes peut avoir un point de vue sur le bio, que Spinoza sur le harcèlement sexuel. Et c'est vrai qu'on constate en France, mais pas seulement, un succès croissant de la philosophie. Notamment, il y a ce magazine, Philosophie Magazine. Il y a aussi des chroniques dans des matinales de radio, des rendez-vous dans les journaux télévisés. Comment vous l'expliquez ? J'en étais le premier surpris et j'ai découvert ça parce que cette newsletter, elle est apparue un peu par hasard et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait un public. Aujourd'hui, il y a 26 000 abonnés. Chacun peut s'abonner sur Internet et la recevoir toutes les semaines. Et du coup, maintenant, on a démultiplié. On a d'autres philosophes qui y contribuent et on a été les premiers surpris par ce petit, modeste, succès quand même. Vous avez François-Xavier Bellamy aussi qui fait des conférences de philo. Simplement, il donne des cours, il n'y a même pas de question de la salle. C'est un cours, il expose la pensée des grands auteurs sur des thèmes. Et il y a 500 personnes dans des théâtres parisiens et ça joue à guichet fermé. Enfin, ça joue, si je puis dire, à guichet fermé. Donc, je constate aussi cet engouement pour la philo. Et je pense que c'est assez naturel parce qu'on vit dans un monde tellement compliqué maintenant, tellement neuf, avec tellement de changements très profonds, très abrupts, que les gens ont besoin de prendre du recul, de la perspective. Et finalement, c'est très rassurant de voir que les problèmes que nous traversons ont déjà été pensés, analysés par les philosophes du passé. Je vais prendre un exemple très simple, celui de la théorie de la simulation. Aujourd'hui, je prends ça parce que c'est le truc le plus moderne, le plus futuriste, puisqu'on nous dit dans la Silicon Valley que finalement, nous ne serions que les produits d'une intelligence supérieure qui aurait conçu notre monde et que vous et moi, en fait, nous n'existons pas vraiment. Nous sommes programmés virtuellement. C'est une théorie qui est très à la mode dans la Silicon Valley. Et on pourrait vous dire, c'est complètement nouveau, c'est incroyable. En fait, ça a été pensé par Berkeley, sauf que pour lui, c'était pas l'intelligence artificielle, mais Dieu. Mais il envisageait que donc Dieu ait créé un monde sans matière et que nous ne soyons que des simulacres ou des simulations. Donc ce que je veux dire, c'est que tous les sujets qui paraissent les plus modernes ou les plus nouveaux, on peut aller retrouver dans les textes de quoi les conceptualiser et ensuite les aborder plus sereinement. Alors justement, vous vous intéressez à la politique. Vous avez suivi la présidentielle aux États-Unis, la présidentielle en France. Donc là aussi, ça peut expliquer. Il y a beaucoup de chroniques qui sont consacrées à Emmanuel Macron, au mouvement En Marche. Emmanuel Macron qui était proche d'un philosophe, Paul Ricoeur. Est-ce que vous pensez que c'est un président philosophe, Emmanuel Macron ? Alors d'abord, il n'y a que 2 chroniques sur En Marche. Il n'y en a que 2 ? Oui, il n'y en a que 2. Parce que je suis quand même un peu toujours défiant de cette fascination qu'on a en France pour le pouvoir exécutif et le chef qui l'incarne. Donc j'essaie de ne pas trop en parler. Et s'agissant de Paul Ricoeur, ce n'est pas un philosophe que je porte vraiment dans mon cœur. J'ai un souvenir assez terrible du conflit des interprétations, qui est son grand livre d'herméneutique, que je trouve vraiment, pour le coup, extrêmement hermétique, plus que herméneutique. Et puis c'est la pensée quand même chrétienne-démocrate qui n'est pas tellement la mienne. Donc, j'ai pas l'impression, je ne vois pas tellement dans l'exercice du pouvoir aujourd'hui de référence philosophique, donc je ne peux pas juger de ce qu'il pense, mais ça n'apparaît pas, sauf sur un point très précis, qui est l'Europe, où on voit que la politique du gouvernement actuel est très inspirée de Habermas, notamment dans l'idée de construire une souveraineté européenne,
d'avoir ce qu'ils appellent un patriotisme, ce qu'Habermas appelle un patriotisme constitutionnel. Donc l'idée de transcender les souverainetés nationales, voire de dissoudre les souverainetés nationales pour former une souveraineté européenne qui ne s'appuie plus sur un peuple véritablement, mais plutôt sur un système de droit. Et là, je pense que ça irrigue profondément la pensée sur l'Europe de ce gouvernement et que ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron avait tenu des meetings avec Jürgen Habermas pendant la campagne présidentielle. Voilà. Alors vous avez été la plume de Christine Lagarde quand elle était à Bercy, à l'économie. Vous avez aussi travaillé pour la Baird à Londres. Là aussi, qu'est-ce que ça apporte d'être philosophe? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu... comment dire, ça peut pas paradoxal ou pas? Oui, c'est d'ailleurs toujours pour ça que j'en ai eu marre dans les deux cas, et que j'en suis parti et que maintenant je reviens à mes amours. Mais j'avais toujours été frappé par ce passage du Gorgias de Platon, où Calliclès dit à Socrate mais finalement ta philosophie c'est bon pour les enfants, c'est sympathique quand on est adolescent, mais ensuite il faut avoir un peu les pieds dans la glaise et connaître comment marche le monde, comment marchent les sociétés, comment marche le droit, comment se font les affaires. Et ça m'avait vraiment frappé parce que j'avais souvent l'impression que les gens qui se spécialisaient en philosophie, entre guillemets, finissaient par commenter une société qu'ils ne comprenaient pas très bien et dont ils ne maîtrisaient pas les codes et les mécanismes. Et donc j'ai vraiment toujours eu envie, tout en restant philosophe, d'aller dans la pratique, de voir comment ça se passe, de mettre les mains dans le cambouis. Comme Alexandre Kojève aussi, que j'aime beaucoup, qui était un Hegelien qui avait introduit Hegel en France dans les années 30 et qui ensuite a décidé, parce que c'était en accord avec ses convictions philosophiques, d'aller travailler au Trésor français, au ministère de l'économie, et qui a participé aux accords du GATT. Rester vraiment dans la vie, ça c'est important d'avoir... Voilà, je pense que c'est très important que ça, ensuite les deux s'entre-nourrissent. C'est aussi ce que je fais dans le think tank que je dirige, c'est-à-dire on a à partir d'une doctrine philosophique assez claire, on la décline en politique publique, où là on fait travailler des spécialistes. Et donc je trouve que cette interrelation, elle est très très importante, et même si on ne peut pas tout faire, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu aller voir sur le terrain avec beaucoup de guillemets. Ce qui se passait. Et alors, vous caractérisez aussi comme un libéral. Alors là, on pourrait se dire, vous êtes libéral, vous électro-libéral souvent. Vous êtes aussi pour le revenu universel. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Oui, alors mon time to philo n'est pas idéologique, mais moi ensuite j'ai mes propres idées et mes propres convictions. Et sur le libéralisme, ce que j'essaye d'abord de réhabiliter, c'est une histoire libérale qui vient du XVIIIe siècle et qui propose un système de société très, très complet, fondé sur la liberté individuelle. Ce n'est pas évidemment seulement une politique, je ne sais pas, pro-entreprise, ou comme on la caricature trop souvent. Et donc, sur le revenu universel, ça a toujours été défendu, ça a très souvent défendu par les libéraux, de John Stuart Mill à Hayek, jusqu'à Milton Friedman et aujourd'hui Philippe Van Parijs, avec cette idée que c'est une politique libérale pour lutter contre la pauvreté. Comment vous luttez contre la pauvreté dans un système social-démocrate, par un système d'allocation conditionnelle? On dira, je te donne de l'argent si tu fais ceci, en fonction de ton identité. Nous, on dit, peu importe, les gens sont assez responsables, assez matures. Justement, l'individu est assez libre de ses choix pour faire la meilleure utilisation possible de cet argent que nous allons mettre à sa disposition. Mais en France, être libéral, c'est souvent être de droite. Ou c'est mal vu. C'est pas de ma faute si le mot a dérivé ou a été mal utilisé, mais le libéralisme, il est apparu avant la distinction gauche-droite, parce que les physiocrates qui plaidaient pour le libre marché du dégrain menaient les débats au XVIIIe siècle, avant même que la différence entre gauche et droite ne s'instaure lors du fameux vote sur la mort du roi. Donc, je pense que c'est une philosophie qui transcende largement ces partis-là, sur tous les aspects sociétaux. Les travaux qu'on mène sont plutôt du côté de la gauche libertaire. Sur les aspects institutionnels, nous sommes des parlementaristes, des démocrates. On ne croit pas tellement au pouvoir exécutif. Donc, vous voyez, sur le système pénal aussi, on est contre le système carcéral, pour des prisons ouvertes. Enfin, on pourrait en reparler. Malheureusement. Voilà. Mais donc, je veux dire, sur chaque sujet, il y a un angle très précis qui vient d'une histoire très longue et qui vraiment transcende ces clivages qui sont partisans. Alors, dans Time to Philo, vous revenez aussi sur la montée des populismes, sur l'extrême droite. Là aussi, quels sont les philosophes qui peuvent nous expliquer cette montée de l'extrême droite ? Je vois que le philosophe qu'on citait, mais je ne sais pas si c'est une analyse très complète, très pertinente, mais c'est une possibilité en tout cas. C'est Tocqueville qui disait que le chemin des démocraties allait vers tellement d'individualisme et d'éparpillement que finalement, à un moment donné, chacun allait mener ses propres affaires en se désintéressant de la vie de la cité et allait donc laisser libre l'espace politique pour des partis extrêmes qui allaient pouvoir s'en emparer très facilement. Et c'est vrai qu'on voyait, je trouve, ce retrait de la politique des gens qui considèrent que finalement tout ça fonctionne assez bien et qui ne s'intéressent pas aux grandes affaires du monde, et qui a laissé le champ intellectuel à des pensées extrêmes. Et comme donc, en Autriche ou... Oui,
Et puis après, c'est sans doute lié à d'autres facteurs économiques que je maîtrise moins bien. Mais enfin, il est sûr que les changements technologiques que nous vivons, la bipolarisation du monde du travail, la robotisation inquiètent les gens. Et que comme on est dans une époque schumpeterienne de destruction créatrice, on a d'abord le stade de la destruction qui est très angoissant et qui fait que les gens se rattachent à des valeurs peut-être plus simples, avec des sociétés plus homogènes, parce qu'on a aussi des sociétés plus hétérogènes, des sociétés peut-être qui vont donner la société ouverte. Mais vous posez parfois des questions étonnantes comme faut-il mentir? Et là, vous citez Machiavel, je crois que c'est dans cette... Voilà. Est-ce qu'il faut mentir au peuple? C'est le mensonge, par exemple, a été théorisé depuis Platon, qui dans La République explique qu'il faut absolument mentir au peuple. Et après, évidemment, on peut réfuter cette thèse, mais ce qui est intéressant, je trouve, avec les philosophes, c'est qu'ils osent tout. Ils n'ont pas tellement d'autocensure. Et donc la question « faut-il mentir au peuple ?» est une question parfaitement ouverte. Faut-il mettre les enfants en commun? C'est une question ouverte qu'on trouve chez Platon aussi. Voilà, donc c'est ça qui est assez bien, c'est qu'il n'y a pas de tabou en philosophie. Et juste l'affaire sur le harcèlement sexuel, vous en parlez, et encore, il n'y avait pas l'affaire Weinstein. Comment le philosophe prend en compte cette affaire, où on peut aussi voir le scandale quand on se déguise en basketteur noir? Comment vous voyez la société évoluer? Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que je trouve que les luttes féministes des années 70, les luttes féministes et antiracistes des années 70, étaient vraiment axées sur l'idée qu'on était tous des individus. Et finalement, peu importe le sexe, peu importe la couleur de peau, il fallait tous être américains ou être français et s'intégrer à une société en dépassant ces différences-là, en n'en tenant pas compte. Et aujourd'hui, on assiste un peu à un mouvement inverse, qui est aussi documenté philosophiquement, parce que ça vient de quelque part, qui est que, au contraire, on va se replier sur les origines. Et donc, on va revendiquer le fait d'être noir ou d'être femme pour avoir droit à un statut particulier, pour se sentir un statut particulier. Et c'est pas la bonne façon de faire? Moi, je trouve pas du tout, parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on se réinscrit, on se réessentialise dans un genre ou dans une race, alors que le but, c'était justement de les transcender. Et juste un dernier mot, vous citez peu de philosophes contemporains. Pourquoi? J'attends que la postérité les ait écrémés. Mais il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup, comme Habermas ou Sloterdijk en Allemagne, ou Philippe von Paris, qui est, je crois, belge. Voilà, donc, mais pour le moment, il y en a tellement qu'on attend 10 ou 15 ans pour savoir lesquels resteront et lesquels sont dignes d'être lus et cités, transmis à la postérité. Très bien, merci Gaspard Koenig. Je rappelle le titre de votre recueil, Time to Philo, chez Larousse. Et bien sûr, on peut vous suivre sur Internet avec cette newsletter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.